C'est la première fois depuis 2012 qu'ils ne perdent aucune manche, les Brûleurs de Loup. Cette fois-ci, c'était face à Nice. Oui, ils ont confirmé leur bonne disposition. Ils restent sur la lignée de leur bonne saison régulière. Ils avaient fini à la deuxième place, rappelons-le, derrière Rouen. Ils avaient survolé le championnat. Donc on n'en attendait pas beaucoup moins. Oui, effectivement, 4-0, ça peut paraître sévère, mais ça reflète le niveau des deux équipes au cours de la saison régulière. Donc maintenant, place aux demi-finales, place au prochain adversaire qui est à connaître ces tout prochains jours, donc entre Gap et Amiens. Donc un rendez-vous difficile, mais encore une fois, les Grenoblois seront favoris. Voilà, alors un 7-0 pour finir, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Les demi, on vient de le dire, ce sera donc Gap ou Amiens. On saura donc mardi. Les Brûleurs, eh bien, qu'en pensent-ils? Nous les avons rencontrés aujourd'hui, Damien Fleury et Antonin Manavion. Ils sont venus nous dire leur joie d'avoir réalisé ce sans faute, pourvu évidemment qu'on ne s'emballe pas. C'est sûr que gagner une série 4-0, c'est toujours avantageux. Quand on voit Amiens et Bordeaux, là, ils arrivent au septième match demain, c'est sûr que eux, ils vont arriver. Bon, après, ils vont être dans le rythme, mais physiquement, ils vont quand même avoir plus cher. Ouais. Faut toujours se méfier. Après, je sais que pour l'instant, on a un groupe assez élargi et qu'on a du monde. Même si on peut jouer à 4 lignes, donc c'est vrai que c'est très important sur la durée, comme Damien le disait, quand on arrive à un 7e match, ça peut faire la différence. Enfin, on sait qu'il y a de la pression dehors, mais après dans le groupe ça se passe super bien, donc l'ambiance est là. Nous on se met pas plus la pression que ça, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, pour Damien non plus. Je pense que le groupe non plus, on sait qu'on a un bon groupe et qu'on a envie de réussir tout simplement, donc la pression elle est bonne, la pression on va dire. En tout cas, il la gère avec calme. S'il y a de la pression, ces deux joueurs qui sont champions de France avec Grenoble en 2009, ils nous sont familiers. 10 ans après, ils font partie de ces joueurs qui donc sont toujours là avec Julien Bella, Christophe Tartari, avec Teddy Trabichet aussi. Et eux aussi pensent qu'ils ont une boucle à boucler avec les Brûleurs. C'est clair que puis c'est aussi pour ça qu'on est de retour ici à Grenoble, donc c'est pour gagner et puis revivre ces moments qu'on a eu la chance de vivre il y a 10 ans de ça. Donc voilà, on est plusieurs joueurs à avoir fait partie de ce groupe-là et c'est clair qu'ensemble on a envie de le refaire. Donc voilà, maintenant la balle est dans notre camp et puis à nous de faire en sorte de justement pouvoir ramener ce trophée à la ville de Grenoble. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot, toujours en compagnie de Sarah Dacunha, c'est ça, défenseur au GF38, une des héroïnes de ce fameux match de Coupe de France, cette demi-finale remportée par l'OL. Et c'est bien dommage parce que vous étiez vraiment tout près. Sous le regard des préparateurs physiques du Grenoble Foot 38, Michael Diaferia et Mathieu Essard. Merci encore d'être avec nous. Je me demandais, est-ce que la performance des filles, elle vous a surprise un petit peu en termes de physique? Elles jouent aussi longtemps que les garçons. Certaines sont très jeunes, d'autres s'entraînent peut-être un petit peu moins souvent que les garçons, d'autres travaillent. Donc, est-ce que vraiment leur performance, leur endurance et puis vraiment, oui, leur niveau de performance vous a surpris? Moi, personnellement, ouais, j'étais surpris par leur capacité, en fait, leur abnégation. Parce qu'à un moment, on sent bien que c'est la tête qui amène le corps à se dépasser, à se surpasser. L'euphorie L'euphorie, un peu. L'euphorie, ouais, carrément. L'adrénaline, la tension, finalement, et peut-être ce goût d'exploit, cette odeur d'exploit qui a traversé le stade des Alpes. Et on sentait voilà, qu'elles étaient prêtes à donner corps et âme pour maintenir ce 0-0. Et effectivement, ça permet de dépasser les capacités physiques qu'elles ont au quotidien. Enfin, sur leur match, je pense que c'est vraiment ça. La tête a pris le relais à un moment. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. Alors parfois, justement, l'euphorie, ça peut avoir des effets un peu plus pervers. Ça peut nous faire perdre notre sang-froid, parfois aussi. Vous faire un petit peu battre le cœur, vous déconcentrer. Là, c'était tout l'inverse. Ouais, des fois, même le fait qu'on n'est pas habitué de jouer sur un terrain aussi grand, avec autant de monde, ça peut nous faire sortir de notre match. Maintenant, on a notre coach qui nous a beaucoup briefé là-dessus. Notamment, on s'est entraîné le vendredi 2 jours avant au Stade des Alpes. Et voilà, on a essayé de se repérer un peu sur ce terrain, sur ce stade. Et vraiment essayer d'arriver le dimanche sans être trop surprise.
même si au final on l'était quand même. Mais ouais, Mais là, c'était ça fait pas moi, habituel. quand Ouais. on... Ouais, vraiment. Ouais, carrément. Mais bon, c'était qui tout double. Je pense que soit on allait passer un peu à côté, soit au contraire, on allait faire une grande performance. Et heureusement, on a plutôt fait une bonne performance. Ouais, ça s'est bien passé. Nicolas Bach, votre entraîneur, évidemment, on le salue parce qu'il a fait quand même un super boulot auprès de vous. Ça aussi, ça vous a rapproché? Ouais, c'est important. C'est vrai qu'il a cette capacité à bien préparer les matchs quand on joue et que même en championnat, quand on joue face à un adversaire, on sait quelles sont ses forces, ses faiblesses, leur forme du moment. On est vraiment informé sur ça et je pense que c'est important avant un match de connaître l'adversaire. Pas forcément de s'adapter totalement, mais juste de vraiment savoir contre qui on joue et qu'est-ce qu'il faut faire attention. Absolument. Votre championnat, la suite de votre championnat, la suite et fin, comment est-ce que vous le sentez? Vous avez eu des hauts et des bas dans ce championnat. Ouais. On a très bien commencé. Après, on a eu une très mauvaise série négative. En fait, c'était vraiment une spirale négative et il a fallu en sortir et c'est toujours compliqué. Vous avez enchaîné les défaites et les Oui, défaites. on a fait, je crois, 8 matchs sans victoire. Mais même pendant ce laps de temps, on a continué à beaucoup travailler et à vraiment chercher le problème. Une fois qu'on l'avait trouvé, même si ça n'a pas tout de suite porté ses fruits, on savait ce qu'on avait à travailler, ce qu'on avait à améliorer aussi. Et finalement, on l'a fait. Et c'est vrai que depuis dimanche, depuis le 11 novembre, on était invaincus, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Donc, ça marche bien et on veut vraiment bien finir et essayer de gagner tous nos matchs parce qu'on pense vraiment que même si c'est de notre faute, on est où on est aujourd'hui, on sait qu'on peut être dans le trio de tête. Et je pense aujourd'hui qu'on le montre, même il y a 2 semaines, quand on gagne contre l'Olympique de Marseille, qui est 2e du championnat. Je pense qu'on montre aussi aux gens que les exploits qu'on fait en Coupe de France, c'est pas juste grâce à l'adrénaline, mais c'est aussi qu'on peut le faire. Non, puis on va vous respecter aussi, on va vous craindre aussi davantage, donc ça va être intéressant à suivre tout ça. C'est vrai qu'on parlait de la spirale tout à l'heure, vous c'était 8 matchs sans victoire, vous ça a été 9, et je voulais savoir le rôle aussi d'un préparateur physique, est-ce qu'il y a aussi l'écoute et le mental par rapport à cette préparation-là, sortir d'une mauvaise passe ou rester dans une bonne spirale aussi, est-ce que ça fait partie de votre rôle? Moi, je pense un petit peu, forcément, d'accompagner les joueurs, parce qu'ils savent que quand on n'est pas dans une grande forme, quand tout va un peu mal de notre côté, il faut qu'on arrive à les garder concentrés, les garder en éveil pour que voilà, ils se remobilisent chaque semaine, qu'ils reviennent chaque matin pour retravailler, trouver ce qui ne va pas et pouvoir sortir de cette spirale, justement. Comme dit le coach souvent, quand on n'arrive plus à courir, il faut réapprendre à marcher. Et je pense qu'on a un peu ce rôle-là aussi d'accompagner nos joueurs pour qu'ils puissent petit à petit réapprendre à marcher et après se permettre de recourir et de regagner des matchs et repartir dans une bonne spirale comme on essaye de le faire maintenant. Apprendre à parler aussi, apprendre à parler, parce que c'est vrai qu'un entraîneur doit aussi composer des équipes avec des hommes qui parfois vont un peu moins bien aussi. Parfois, les organismes vont moins bien, mais le mental également. Donc, alors, on parlait tout à l'heure du GPS. Est-ce que vous en êtes aussi aujourd'hui à gérer peut-être le mental à travers des applis ou des choses comme ça? On n'a pas de technologie pour ça, mais effectivement, au quotidien, on travaille sur le mental. Donc une écoute. Une écoute, c'est obligatoire. En fait, il faut prendre le sportif dans sa globalité. Donc, il faut avoir le footballeur et l'humain. Et plus on va avoir d'informations, plus on va lier la confiance avec l'athlète, et plus on va être capable et à même de l'accompagner dans sa performance. Quand il est un peu moins bien, on va avoir aussi d'autres leviers pour pouvoir agir sur le mental et donc ensuite sur les performances. Et c'est surtout la confiance qu'on va réussir à créer. Et nous, en fait, on a un lien un peu particulier parce que c'est pas nous qui décidons de l'équipe. Nous, on donne des informations au coach et c'est le coach qui décide. Et donc forcément, nous, on a un lien qui est un peu plus étroit avec les joueurs. Et il faut l'entretenir. Et donc, il faut créer cette confiance, il faut les accompagner. Et effectivement, quand il y a des périodes un peu plus compliquées, nous, on va utiliser avec nos caractères, avec nos mots, avec nos méthodes, et on va essayer, on va accompagner les joueurs là-dedans. Effectivement, c'est important de travailler sur la tête pour que le corps réponde correctement. Même en cette période de 9 matchs sans victoire, il faut toujours garder aussi le moral, rester positif. Surtout dans cette période, je pense. Je pense que c'est des périodes où les joueurs ont besoin de sentir que nous, on garde l'envie de bien faire, l'envie de bien travailler, qu'on est ensemble, unis et solidaires, et qu'on va s'en sortir tous ensemble. Parce que je pense que s'ils arrivent et qu'ils voient un staff un peu démuni ou qui cherchent des solutions et qui les trouvent pas, je pense que ça ne peut pas les aider. Voilà. Et là, vous avez un rôle. Et c'est vrai qu'avec un collectif qui a réalisé 2 montées d'affilée, je suppose que le mental s'est toujours bien passé aussi. Ça les renforce, ils ont leur histoire à eux aussi, ces joueurs, avec vous.
d'ailleurs. Donc ça a plutôt été du bonheur, j'imagine, de travailler notamment en ce début de saison, de connaître la Ligue 2. On est pas mal à avoir découvert le monde pro aussi avec cette épopée sur ces 2 dernières saisons. Après, c'est une nouvelle ère qui commençait, l'ère du professionnalisme. Et donc effectivement, nous, on avait à cœur de maintenir cet esprit famille qu'on avait essayé de créer depuis 2 ans et de maintenir ça parce que je pense que plus il va y avoir de liens entre les joueurs, plus les joueurs vont avoir des attaches entre eux, meilleures seront les performances. Et ça dure aujourd'hui. Même dans les moments difficiles, ils se sont souvenus de ça. Bien sûr, on a encore des joueurs qui vont être leaders dans le vestiaire et qui vont être les garants un petit peu de cet état d'esprit, de cette solidarité qui nous a permis de gravir ces échelons. Alors, on vous revoit ici, on le rappelle, c'était en tout, la saison n'avait pas encore commencé, c'était vraiment au mois de juillet. Vous êtes sur le terrain de la Poterne, donc sur votre terrain d'entraînement. Vous attendez vraiment un centre d'entraînement. On sait que c'est en projet, bien sûr, donc des structures qui devraient changer dans les années à venir. C'est le développement du club. Aujourd'hui, vous travaillez dans des bonnes conditions. Est-ce que vous en attendez encore plus ? On travaille dans des conditions correctes. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, effectivement. Mais pour que le club passe encore une étape, ça fait partie des projets. Les dirigeants sont conscients, ils travaillent là-dessus. Et effectivement, il nous faut des nouvelles structures plus modernes, plus en adéquation avec ce qui se fait aujourd'hui, puisque le sport, c'est devenu aussi de la technologie. Et donc, on a besoin de conditions encore plus optimales. Au niveau de l'équipe première, au niveau de la formation, au niveau des féminines. Et le club, il faut qu'il arrive à optimiser un petit peu cette montée dans le monde professionnel, pour ensuite se développer, continuer à se développer. Et effectivement, ça va passer par des infrastructures. Et aujourd'hui, ça passe aussi par le renforcement, par vraiment l'installation en Ligue 2, voire plus haut, avant peut-être de voir un peu plus loin. Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord se stabiliser en Ligue 2, devenir un bon club de Ligue 2, avoir des bases solides. Et après, bien sûr qu'on ne va pas bouder le plaisir de pouvoir monter plus rapidement, mais je pense qu'effectivement, c'est d'abord stabiliser le club, construire, pour ensuite après perdurer, parce que monter pour redescendre, c'est pas forcément une fin en soi, quoi. L'extension d'Esprit Montagne autour de l'événement glisse en cœur du 22 au 24 mars prochain au Grand Bornand avec des associations, l'association Grégory Le Marchal et l'association Étoile des Neiges. Max Gavy et Isabelle Blanc, c'est vous les bénéficiaires de cet événement dont on a parlé avec Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono. Donc vous pouvez tout revoir sur notre émission Esprit Montagne pour tout savoir sur cet événement. Isabelle, on voulait quand même en savoir plus sur vous, sur votre après-carrière notamment, et surtout sur ce qui a changé depuis ces images dont on ne se lasse pas, bien sûr, donc avec cette fameuse course avec Karine, la chamonnière de Karine Ruby. On disait que, alors cette course, je ne sais pas si ça avait été le cas sur cette course, mais vous étiez quand même adversaire et vous tiriez la bourre un petit peu, et notamment pendant les courses. Est-ce que là, ça s'est passé ? Bien sûr, une très très belle rivalité. C'est important des rivalités comme ça, parce que ça nous a amené toutes les deux à être au meilleur niveau pendant plus de 10 ans. Et alors effectivement, on n'était pas amis dans une complicité parce qu'il y avait cette rivalité. Mais qu'est-ce que c'est fort de... Moi, je suis toujours très touchée de voir ces images. Mais Karine Ruby, dans ma carrière, elle a été essentielle. Elle a été la première déjà. Elle a été la première médaillée d'or olympique. Et puis là, sur Salt Lake City, de pouvoir... Enfin, quand j'ai appris que c'était elle qui passait en finale, je me retrouve avec la championne olympique en titre. On était 1 et 2 de la Coupe du Monde à cette période-là. Donc on était vraiment les deux... Qui était 1 ? C'était vous ou c'était elle ? Oui, je crois que c'était moi, mais bon, allez, bon, là, parfois c'était elle. Bon, elle était beaucoup plus talentueuse que moi. Moi, j'avais ce petit truc qui arrivait à peut-être mental. Elle avait une fluidité, un toucher de neige que je n'avais pas. Moi, j'étais un peu plus dans le dur et à la fois un peu plus dans le mental. Je travaillais plus ça. Bon, cette fois-ci, ça a été moi. Il y a eu plein de fois où ça a été elle. Et quelques fois, je lui ai chippé quelques médailles. Mais elle m'a vraiment amenée à me surpasser, à me dépasser. Et c'était chouette, quoi. C'était l'émulation. C'est vrai que c'était un sacré caractère, Karine. Ouais.
L'avoir comme adversaire, c'était pas simple. Je C'était pense que, magique. ouais, C'était magique. Ah non, mais c'était des choses, quand on parle de rivalité franco-française, je préférais faire 4e et elle 6e que elle 1re et moi 2e, par exemple. Alors que le résultat est quand même pas le même. Donc on est dans des trucs très bizarres. Mais on assume, hein, c'est comme ça. Mais c'était chouette parce on a amené, enfin sans prétention, je pense que le snowboard français, avec les garçons étaient à un bon niveau, mais toutes les deux, avec nos médailles et notre rivalité, faisait aussi une petite histoire et c'était chouette pour le snowboard français quoi, à l'époque. C'était vraiment une belle période. Avec tout son sourire et sa douceur à Karine, justement, mais cette quand elle était dans le timidité. portillon, c'était fini. Hein. Elle lâchait rien. Karine qui donc a disparu en montagne alors qu'elle passait, Son guide. son diplôme de guide. Elle qui était donc chamonniarde. Est-ce qu'une médaille d'or change la vie tout de suite après, en fait? Dès lors qu'on a cette médaille autour du cou, est-ce que, en termes de retombées médiatiques, ça on imagine, mais est-ce qu'elle change vraiment la vie? Sur le moment, il y a un changement de vie parce qu'il y a un changement de planning, de calendrier, de personnes qu'on rencontre. Oui, voilà. Moi, j'ai vécu en très peu de temps. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Des gens qui sont très connus et qui sont tout le temps sous les projecteurs et les gens. Enfin, moi, on me tirait mes vêtements, on me cachait. Mais les tout débuts. Hein, après, ça s'est calmé. Vos anciens amis que vous n'aviez non, pas pas forcément les anciens amis, mais les personnes qui nous connaissent pas, qui nous connaissent au travers d'une image, hein, parce que c'est ça aussi. On est connus au travers d'une image. C'est pas forcément nous en tant que personne. Hein. Il y a ça aussi qui est à gérer. Il y a l'image d'eux. Moi, je jouais à la championne olympique dans un certain cadre, et puis dans d'autres cadres, je suis moi, quoi, tout simplement. Mais ça change une vie parce qu'on passe. Il y a une reconnaissance qui est un peu mondiale, avec une éthique olympique aussi. Donc, on peut passer dans toutes les strates de la société, on va dire, avec un certain regard, un certain respect. Ce qui n'est pas des moindres, hein, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu des affaires, dans le milieu royal, hein, avec le prince Albert à l'époque de Monaco qui nous avait bien reçus. Donc, tout ça fait qu'il y a un regard qui est différent, il y a un respect. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que aussi, quand on rencontre d'autres champions olympiques, on ne se connaît pas, mais il y a ce truc. On a vécu une émotion que seuls nous pouvons connaître parce qu'on a gagné cette médaille d'or. Et du coup, il y a tout de suite une complicité qui s'installe. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Pouvez-vous reconnaître même avec la petite la Légion d'honneur? Non, mais pas forcément. Mais puis bon, des champions olympiques, malgré tout, il y en a quand même beaucoup, mais dans le monde. Hein, donc non, mais ça crée une belle complicité sportive. Et c'est vrai que partout où on va, je dis pas qu'on a les portes ouvertes, mais il y a ce petit truc, cette attention, parce qu'on a eu cet objet brillant. C'est pas un passe-partout, mais en tout cas déjà. C'est pas un passe-partout. Non, parfois ça peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on est issu d'un milieu de montagne et qu'on fait autre chose, peut-être par exemple de l'audiovisuel ou des choses comme ça, on a moins de crédibilité parce que les gens ne comprennent pas, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ça peut être à double tranchant aussi. Ça a été un frein à un moment donné dans ce que vous vouliez faire justement, pour pouvoir vous dépatouiller de cette image? Je pense, oui. Bon, après, c'était comme ça. Hein. Je me suis pas embêtée. Je suis allée à Paris pour faire ces choses-là. Mais l'audiovisuel, je pense. J'adorais l'image. En fait, le snowboard est un sport qui est un sport... on n'avait pas d'équipe de France à l'époque. C'était un sport qui était très jeune. Donc, du coup, forcément, à 18 ans, j'étais une toute petite entrepreneuse où il fallait que je fasse mon premier business plan, que j'aille chercher mes partenaires, que je comprenne ce qui se recherchait. Donc la communication, je me suis intéressée à la photo, à la vidéo, au web, et ça m'a plu. Et effectivement, après, l'image, la vidéo, on transmet de l'émotion, donc l'émotion aussi. Et du coup, derrière mon après-carrière, j'ai souhaité faire de la communication dans l'image. Donc je me suis lancée, j'avais une société de production. Voilà, c'était bien. Et pas de musique? Et la musique, si, un peu, mais c'est vrai que j'ai arrêté un temps. J'avoue que là, il faut que je m'y remette parce que, encore une fois, c'est quelque chose, c'est vibratoire, comme les images. Et, voilà, il y a de l'émotion. Tout ce qui donne de l'émotion, c'est beau, c'est du partage. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, chacun, on a nos périodes de vie. Hein, donc, j'ai eu ma période de reconversion. Au final, je me rends compte qu'une reconversion, elle n'est jamais vraiment finie parce qu'une vie est toujours en mouvement. Et il faut qu'elle soit en mouvement. Donc, aujourd'hui, je suis encore en mouvement. Je ne sais pas ce que je ferai dans 2 ans, 10 ans. Et en revanche, je pense que la musique va refaire partie de ma vie. J'espère. En tout cas, je vais faire en sorte que... Très bien. Apprendre tout ce qu'il y a de bon à apprendre. Votre activité, c'est aussi une chambre d'hôte à Bourdoisan. Oui, tout à fait. Quelque chose...
Ça fait partie de la famille. Comme tout bon gamin de montagne, j'ai mon chalet et du coup je l'ai transformé en chambre d'hôte. Donc ce qui est génial parce que j'accueille, donc je suis à Bourdoisan, je suis au pied de l'Alpe d'Huez, cette montée mythique. Donc je suis ravie parce que j'accueille un public sportif en règle générale, des cyclistes qui viennent faire cette montée mythique et puis l'hiver les skieurs et j'essaye de partager des bons moments avec eux. Et puis quand ils ne savent pas, je viens au petit déjeuner et je leur dis vous avez déjà vu une médaille d'or olympique? Alors là ils me regardent, ils disent parce qu'ils me connaissent pas, ils voient pas, ils me voient comme ça, ils se disent mais c'est pas la vôtre, bah si. C'est pas un déjeuner avec Mickey, c'est un déjeuner avec. Et donc du coup avec je continue à partager. Je pense que c'est la médaille qui est la plus, peut-être une des plus partagées parce que voilà. Je la fais toucher. C'est super de la mettre, de la mettre à la portée du public. Bah, c'est fait pour, en tout cas. Bah, ça lui donne de la vie, en tout cas, à cette médaille. Tomorrowland, d'ailleurs, c'est là. Oui. Et donc, vous dites oui avec un grand oui. Moi, je dis oui parce qu'en fait, tout est critiquable. On est dans un monde de communication. Je pense que la force de communication de Tomorrowland, on ne peut pas la nier. On ne sait pas ce que ça fera. En tout cas, on entend parler de la station, de ma station, de l'Alpe d'Huez. Alors oui, effectivement, c'est pas facile à mettre en place. Ça déplaît à certains acteurs économiques de la station, moins à d'autres. Écologistes aussi. Voilà. Après, bon, c'est toujours pareil. Dans la vie, il faut trouver des équilibres. L'équilibre, il va peut-être se trouver dans le temps. L'important, je pense, c'est qu'on entende le nom de l'Alpe d'Huez, que c'est un événement divers, que c'est aussi une clientèle qu'on n'a pas forcément dans la région, donc une clientèle qui a un certain portefeuille, qui est jeune, qui va peut-être perdurer. Et je pense que c'est des choses qu'il faut voir sur le long terme. On a tendance aujourd'hui, encore une fois, dans cette société où tout va vite, à voir les choses à court terme. On fait un investissement, il faut tout de suite qu'on ait le retour. Il faut réapprendre, je pense, à utiliser cette notion de temps, donner du temps aux choses. Et je suis pour. Après, je comprends qu'il y ait des contraintes et qu'il y ait des difficultés. Il faut laisser le temps. Très bien. En tout cas, il y a des contents. C'est ceux qui y participent, c'est ceux qui skient aussi pendant ces 3 jours, qui skient, qui dansent et qui écoutent de la musique. Il y a parfois des moins contents, mais ils pourront peut-être l'être sur plusieurs années quand on verra justement l'impact en termes de remplissage, en termes de fréquentation, d'image, etc. Très bien, compris. Merci beaucoup encore Laurent d'avoir été avec nous. Max, merci d'avoir sagement écouté nos échanges. On vous rappelle, Glisse en Cœur, c'est l'événement au Grand Bornand du 22 au 24 mars prochain. C'est 24 heures de ski en relais par équipe au bénéfice de l'association Grégory Le Marchal et Étoile des Neiges, 2 associations complémentaires. Et vous pouvez faire un don sur le site internet de Glisse en Cœur, choisir votre équipe, choisir vos athlètes. En tout cas, tout ceci, c'est au profit des malades et des enfants malades notamment. Merci encore à vous d'avoir été là. Merci Laurent, à très vite.